Bonjour, je vous présente cet ouvrage. D'Élie à Lévy, l'évolution de la doctrine utilitaire, tome 2, de la formation du radicalisme philosophique. Bentham est un disciple d'Adam Smith. En matière d'économie politique, la doctrine de l'utilité se transforme et s'enrichit de principes nouveaux, qui est en Angleterre la philosophie universelle. Bentham et son disciple Dumont réfutent point par point la déclaration des droits de l'homme. Le principe de l'identité des intérêts l'emporte sur le principe de l'égalité des droits. James Mill est le propagandiste acharné du benthamisme. Se prépare la future identification du principe utilitaire avec le principe démocratique. La Révolution de 1688 consacre le droit à la liberté de conscience en matière religieuse, le droit de résister au pouvoir quand il en est abusé et le droit de choisir nos propres gouvernants. Le dogme de la souveraineté du peuple est faux du point de vue de l'utilité générale. Nul ne peut être juge dans sa propre cause. La volonté d'une majorité ne prouve pas son intérêt. Néfaste comme le pouvoir absolu d'un seul, Aristote, le grand maître du raisonnement, nous avertit de nous défier des arguments moraux trompeurs comme un sophisme. L'expérience accumulée qu'une forme de gouvernement existe est une preuve de résistance aux forces hostiles. Il n'y a pas d'innovation en morale, tort des Français de l'avoir cru en science, oui. Les intérêts individuels, écrit Bentham, sont les seuls intérêts réels. Un esprit d'innovation suppose un tempérament égoïste et des vues étroites. Les nations, dit Burke, sont des corporations. Le supérieur jouit sans crainte d'une distinction qui n'est contestée par personne, préjugé aristocratique. Burke, orateur du parti Whig, plaidait la cause des Américains. Bentham est un Tory et réfute les principes de la Révolution de 1789. Affinité d'esprit avec les Jacobins de France. Pour Burke, l'argent doit continuer à faire une différence. Inégalité des fortunes. L'inégalité subsiste contre laquelle la théorie des droits de l'homme reste impuissante. L'inégalité de la force. Le gouvernement garantit la propriété. Tout homme s'attend à conserver ce qu'il possède. La justice se réduit au respect des droits acquis. La constitution anglaise est prescriptive, dont la seule autorité consiste à avoir existé du temps immémorial. Le principe de l'utilité est une doctrine réformatrice. Bentham est obscur, ses œuvres sont méconnues, philanthrope. Bentham a pu résister de ne pas devenir un jacobin. Sa tactique, étymologiquement l'art de mettre en ordre, et tout ordre suppose une fin. Il pose la théorie du droit adjectif. La fin est d'un caractère négatif. L'objet est d'éviter les inconvénients résultant d'une grande assemblée d'hommes délibérant en commun. Bentham n'a pas cette horreur du peuple, mais il est converti par l'exemple de la France à l'opinion démocratique. Principe que chaque homme est le meilleur juge de son intérêt. La renommée publique dira qu'il s'est montré le meilleur juge après épreuve. La Révolution doit assurer l'essence de la liberté. Les droits de l'homme offusquent Bentham. Toute loi ou commandement qui prive un homme de la jouissance de la vie et de la liberté est nulle. C'est faux que les hommes soient égaux. Osez l'impératif, les hommes doivent être égaux. Ce qui est n'est pas maxime dangereuse de l'anarchisme. Le progrès n'est pas une nécessité et tout changement a des désavantages à considérer. Analogie entre la thèse despotique et la thèse démocratique. Mackintosh pense qu'il est aisé de transporter à la politique le même égoïsme éclairé qui préside aux autres affaires de la vie. Cela sera respecté, car utile.
les formes politiques assurent une certaine quantité de félicité publique. L'utilité confère une obligation morale. L'individu possède par le droit de son existence des droits naturels. Il peut agir pour son bonheur et son esprit, droit de penser, de parler et de former des opinions. Nous consentons à sacrifier une partie de nos droits en échange de la libre jouissance du reste. L'homme a le droit naturel de juger sa propre cause. La société repose sur les intérêts égoïstes de l'homme. Avec Paine, la philosophie démocratique est une philosophie de l'utilité et tout ce que le gouvernement peut utilement ajouter se trouve accompli par le consentement commun de la société sans gouvernement. Les gouvernements ont intérêt à dissimuler le caractère antisocial de leur origine. Philosophie de la guerre, haine, par opposition à la philosophie du commerce. Les gouvernements sont coûteux pour justifier de leur existence. Ils pratiquent la rapine et le prétexte des guerres fait augmenter les impôts. L'art de gouverner, c'est l'art de conquérir à l'intérieur. Un gouvernement démocratique devrait être à minimum et bon marché. La morale de Godwin est la morale de l'utilité. Un plaisir moindre ne doit pas être troqué comme un plaisir plus grand. Contre un plaisir plus grand. La moralité est le système de conduite qui est déterminé par la considération du plus grand bien général. Pourtant, il condamne le système égoïste. Il entend par justice une façon impartiale de traiter tous les hommes. Réduction de la moralité à l'utilité. La vérité est sacrée. Et Godwin fonde le principe intellectualiste de la liberté de conscience. Un droit à l'assistance. La société a le devoir de fournir aux miséreux un minimum nécessaire. La propriété est maintenue par l'intervention directe d'une institution. L'homme riche est généreux et populaire, l'avare est impopulaire. Le luxe est inutile au riche lui-même, qui en jouit, mais utile au travailleur qui, satisfaisant le besoin du riche, lui donne de l'ouvrage. Le luxe, écrivait Helvétius, n'est pas nuisible, mais c'est la disproportion qu'il est. Caractère socialement bienfaisant du machinisme, qui crée une demande de travail toujours croissante. Pour Adam Smith, progrès de la division du travail et machinisme vont de pair. Dans sa philosophie, la division du travail permet aux égoïsmes individuels de se satisfaire tous sans conflit. Robert Malthus développe le principe de population. Hume considère une société égalitaire comme physiquement possible. C'est le travail qui donne une valeur aux choses, mais une société égalitaire ne donnerait pas au travail l'encouragement nécessaire. Tout homme a besoin de subsistance, et il est dans le pouvoir de la société de remédier aux inégalités. Les moyens de subsistance et le nombre des hommes ne croissent pas selon les mêmes lois. Le pouvoir de repeuplement est plus grand que celui de produire des subsistances pour l'homme. La population doit se régler constamment sur la quantité de moyens de subsistance. Adam Smith pense que la population est réglée et limitée par les moyens de subsistance. Avec l'abondance, l'égoïsme deviendrait inutile. Malthus condamne le droit à l'assistance des pauvres. On ne peut supprimer la misère et la douleur. La pauvreté doit être tenue pour déshonorante, stimulant pour promouvoir le bonheur de la grande masse de l'humanité. Malthus veut assigner à l'État une fonction pédagogique, une école de charité. La vie est considérée comme un état d'épreuve et une école de vertu qui prépare à un état supérieur de bonheur. Un peuple ignorant est funeste. Les hommes instruits apprendront à régler l'accroissement de la population sur celui des subsistances. La population sans entrave croît au moins en raison géométrique, la nourriture au plus en raison arithmétique. Pour Ricardo, le principe défendu par Malthus est pleinement établi. Il faut, si l'égoïsme est un instinct et commande à l'individu dans son intérêt propre, éviter un accroissement excessif de la population, et tout d'abord de notre propre famille. La conséquence est la misère, mesure contraire au plus grand nombre, pour Malthus. Avec Smith, l'État doit s'occuper de l'instruction populaire. La division des occupations place le plus grand nombre des individus dans des situations qui forment des talents et toutes les vertus que la société requiert. En confirmant chaque ouvrier dans une occupation absorbante et spéciale,
il devient aussi stupide et ignorant que possible. L'ouvrier devient incapable d'apprécier les grands intérêts de son pays et de le défendre à la guerre. Sa dextérité sera aux dépens de ses vertus intellectuelles, sociales et militaires. Cela sera ainsi de la grande masse du peuple, à moins que le gouvernement le prévienne. Intérêt de corriger par l'éducation les travailleurs pauvres. Les intérêts de tous les individus sont identiques, pourvu que les individus connaissent leurs intérêts, et cela est une fonction de l'État de leur enseigner. Or, Tooke ne se fait pas l'avocat du suffrage universel. Bentham veut que le scrutin public laisse la place au scrutin secret et que le titre de chaque électeur soit le paiement fait de l'impôt. Les disciples de Spencer sont partisans du retour de la terre à la collectivité, épouvantant les aristocrates et les bourgeois. En 1796, Germain Garnier est le premier disciple et éditeur français d'Adam Smith. Canard, en 1801, tentera de mettre en formule mathématique les lois d'économie politique. En 1803, Say publie son traité d'économie politique qui montre comment la richesse naît, se répand et se détruit. James Mill pose en principe qu'une nation est civilisée dans la mesure où l'utilité est l'objet de tous ses efforts, barbarie contre civilisation. Malthus pose la loi de la rente foncière. Avec Mill, reprend Helvétius que l'éducation affecte les qualités de l'esprit dont le bonheur dépend. Théorie de la vertu, association des idées. Le bonheur est la fin de l'éducation et cela dépend des actions des individus. L'éducation amène certaines pensées plutôt que d'autres, succession mentale. Pour Mill, la liberté de presse lutte contre le despotisme intellectuel. Mill compte sur la diminution de la misère pour augmenter l'aptitude à l'instruction, et Malthus compte sur le progrès de l'instruction pour diminuer la misère. Règle de l'arithmétique, morale de Bentham. Tous les motifs sont des attentes, soit de plaisir, soit de peine. Seule varie l'intensité, la durée, la certitude et la proximité des attentes. L'État et l'Église sont deux corps qui ont un intérêt irrémédiablement opposé à celui de la collectivité. Ils unissent leurs efforts pour poursuivre la possession du même objet. Les opinions anticléricales se confondent avec les opinions démocratiques. La vie de Bentham a été une vie solitaire et réglée. Anglais de naissance mais citoyen du monde par naturalisation, un reclus qui ne fait pas partie de la société, l'ermite de Queen Square Place. Mill trouvera dans Bentham un grand homme qui lui reprochera de faire ses promenades à cheval avec Joseph Hume, et non pas à pied. Les œuvres françaises de Bentham se traduisent en anglais, et c'est son fils John Mill qui se chargera de la publication. L'homme de foi est celui qui ne sépare pas son existence d'avec ses idées. Elia Lévy évoquant Bentham. Elia Lévy, l'évolution de la doctrine utilitaire, tome 2 de la formation du radicalisme philosophique. Merci.